Médina TV tey ñoo ngi fii ci monument de la Renaissance ànd ak yéen ci programme de synthèse de philosophie bu waa Sen Orientation en partenariat avec Institut Afrique di def fii comme niñ koy defee saa su ne saa yu programme amee seen chaîne YouTube Dak Médina TV dañuy wàcc sur le terrain jox leen lépp loo xamante ne ni mooy information bu fa xew ngay ànd seeg nag seen présentatrice Fatima comme ni ma leen ko waxee programme baa ngi noonu ci ginnaaw dañ leen di bàyyi ngeen ñëw ñu assister ko seetaan ko di leen fàttali nag parrain wu tey bi mooy le ministre Amadou Ba qui anime programme bi mu ngi tudd le professeur Songué Diouf. La philosophie elle-même s'envisage, s'oppose et se définit moins comme une accumulation d'un ensemble de connaissances que comme une quête. La notion de quête, elle est déjà prise en charge, mais par l'amour du savoir. Parce qu'il est évident qu'il n'y a amour que là où il y a manque, il n'y a d'amour que là où il y a absence. Et en tant que l'amour est forcément révélateur d'un manque, d'une absence, il va de soi que le philosophe, quand il dit qu'il renonce au savoir, mais il faut préciser, il renonce à s'installer en termes de possession définitive dans ce savoir ou bien même dans cette sagesse. Mais le sujet précise en disant clairement quoi? Là où tout le monde croit savoir. Une manière donc de montrer qu'il y a une différence du point de vue de leur posture intellectuelle entre l'attitude qui est celle-là du philosophe et l'attitude qui est celle-là de celui qui ne philosophe pas. Parce que si vous faites attention à la formulation du sujet, le sujet commence par dire « philosopher, c'est ». Et lorsque le sujet commence par dire « philosopher, c'est », la première question que vous devez vous poser, c'est de quoi parle le sujet. Et l'auxiliaire être vous indique que le sujet est en train de se prononcer sur la nature de la philosophie, sur ce qui fait la spécificité de la philosophie, ou bien, pour faire plus simple, mais sur la fonction, et cette fonction, elle est une fonction essentiellement critique. Et donc, quand le sujet dit philosopher, c'est, il se prononce sur ce qu'est la philosophie, et qu'est-ce que philosopher, il dit, c'est renoncer au savoir. Mais ici, vous devez travailler le sens de l'expression renoncer au savoir. Parce que vous savez très bien que jeudi 14 juillet, lorsque vous êtes confronté à l'épreuve de philosophie, on vous jugera sur les compétences de base du philosophe. Et quelles sont les compétences de base du philosophe? C'est d'abord la conceptualisation, c'est ensuite la problématisation et c'est enfin l'argumentation. Conceptualisation, problématisation, argumentation, voilà les capacités de base du philosophe. Et donc, ici, vous devez travailler sur le sens de l'expression « renoncer au savoir » pour montrer très clairement qu'il ne s'agit pas de tourner le dos au savoir. Bref, Socrate finit par toujours dire la même chose. Mon travail est fini à partir du moment où je vous ai amené à vous rendre compte du fait que vous croyez savoir là où en réalité, mais vous ne savez absolument rien. Et quand Socrate finit toujours par renvoyer son interlocuteur à l'idée qu'il croyait savoir, alors qu'en réalité, il ne sait pas, mais c'était une manière de lui montrer que si la philosophie n'est pas savoir, elle ne pourra être que alors une activité de réflexion, elle ne pourra être alors mais qu'une activité de remise en question. Et concevoir la philosophie comme activité de réflexion, comme activité de remise en question, mais c'est la réconcilier donc avec cette idée que le philosophe, il commence par entrer en rupture, il commence par entrer en dissidence, en rupture et en dissidence avec tout ce qui relève des opinions, avec tout ce qui relève des préjugés, avec tout ce qui relève des idées reçues pour tenter d'aller au-delà de ça et découvrir le sens profond et caché de la réalité. Et donc, dans cette perspective-là, cela vous amènera tous à comprendre que tout le long du domaine numéro 1, la réflexion philosophique, même quand la philosophie est convoquée et soumise à un travail de comparaison avec ce qu'elle n'est pas, avec donc les autres formes de savoir, telles que le mythe, telles que la religion, telles que la science et même telles que la magie, la finalité ou la centralité se trouve en la philosophie, parce qu'il s'agit de montrer simplement, mais qu'à l'opposé de toutes ces disciplines-là, qu'est-ce que la philosophie? Elle demeure, me semble-t-il, et vous l'avez tous retenu et compris, cette aventure de l'intelligence dans laquelle l'homme, être des lointains,
comme dirait Heidegger, s'interroge sur lui-même, sur le pourquoi, sur la finalité et sur le sens de son existence. Et ces questions-là, proprement appelées questions métaphysiques, font que un peu l'activité philosophique est une activité par laquelle, comme nous avons dit, on vise moins la possession, mais qu'à exercer l'esprit et exerçant l'esprit, l'amener à pouvoir penser de façon critique la réalité. J'ai remporté un débat et le débat portait sur le sujet suivant: quelles sont les belles occupations que doit avoir un homme? Et Hippias se vante devant Socrate d'avoir remporté le débat. Socrate, philosophe, qui regarde Hippias, qui lui dit: ah oui, pourtant moi, récemment, je discutais avec un ami, j'ai qualifié de certaines choses comme belles et de certaines choses comme laides, et mon ami m'a posé la question: mais Socrate, d'où sais-tu quelle chose est belle et quelle chose est laide? Et Socrate dit à Hippias: quand mon ami m'a posé la question, je n'ai pas pu lui répondre. Mais quand vous venez de remporter le débat sur la question, Hippias, qu'est-ce que le beau? C'est comme ça que débute le dialogue entre Hippias et Socrate. Une manière de dire tout simplement, comme il l'a rappelé, philosopher, c'est faire vœu de pauvreté en matière de connaissance. Et c'est le disciple de Socrate, Platon, qui disait que si l'on est savant, mais on ne philosophe pas. C'est sous le mode du paradoxe que je présente ce sujet, minutieusement sélectionné par Michel Ndiaye avec beaucoup de brio et de pertinence. C'est exactement le même type de sujet auquel vous serez confrontés. Parce que nous avons passé notre temps à vous dire que, écoutez, retenez toujours que philosopher, c'est avoir le sens des problèmes. Et si philosopher, c'est avoir le sens des problèmes, vous devez être tout de suite capable de vous demander: mais qu'est-ce qui fait problème dans le sujet? Or, du point de vue de sa formulation, comme le dit Michel Ndiaye, le sujet dit: renoncer à la philosophie, n'est-ce pas renoncer à la pensée elle-même? Vous êtes obligé de vous demander tout de suite: mais est-ce que la philosophie aurait-elle le monopole de la pensée? Parce que ce n'est qu'au cas de figure où la philosophie aurait le monopole de la pensée qu'on pourrait se demander: est-ce qu'en même temps, renoncer à philosopher, ce n'est pas renoncer à penser? Et donc vous posez le problème en disant clairement quoi? Mais si on sait que toute pensée n'est pas nécessairement philosophique, comment, en ne philosophant pas, je pourrais simplement ne pas penser? Et donc, vous serez amené à montrer très clairement que même si philosopher, c'est penser, vous allez ajouter en revanche, et je crois que ce sera dans la thèse adverse, mais que même si philosopher, c'est penser, toute pensée n'est pas forcément philosophique. Et donc, dans la première partie, en essayant de valider l'idée que philosopher, c'est penser, vous allez bien évidemment insister, comme je l'ai dit précédemment, sur la fonction d'analyse, sur la fonction de réflexion et sur la fonction critique de la philosophie. Parce que rappelez-vous, le philosophe camerounais Marcien Toa, vous disant clairement, j'ouvre les guillemets, en philosophie, la pensée ne doit rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée. Fin de citation. Et lorsque Marcien Toa, le penseur camerounais, vous dit, je répète une dernière fois, en philosophie, la pensée ne doit rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée, mais c'est une manière de montrer qu'en philosophie, la pensée ou la raison est le seul critère de validité, mais c'est la seule instance de légitimation. Cette année, en série G, l'un des sujets disait: la philosophie, c'est un rapport avec ce qu'on est en train de dire. La philosophie peut-elle accéder à la sagesse sans se trahir? Parce que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. L'amour est une quête, c'est un manque. Ce qui fait que la philosophie est une quête, non pas une possession. Maintenant, quand la philosophie accède à la sagesse, est-ce qu'elle se trahit? Ça a été donc des sujets de philosophie. Pour revenir maintenant à votre question sur la place de la philosophie, mais dans un monde dominé par la science et la technique. D'ailleurs, je le mets en rapport avec le sujet numéro 3 qui dit la philosophie n'est ni la science, ni la religion. Chacun y cherche une vérité, mais ne trouve jamais que la sienne qu'il confonde avec celle des autres. Cela veut dire tout simplement, vous avez vu en classe qu'on a eu des problèmes
on a constaté qu'il n'était pas facile de définir la philosophie. Je vous rappelle un peu cette anecdote avec le professeur Jules Lachelier. Lors de sa leçon inaugurale, quand on lui a posé la question, mais qu'est-ce que la philosophie? Sa réponse, vous la connaissez, il répond, je ne sais pas. Parce que tout simplement, c'était une manière de montrer à ses élèves qu'il n'existait pas une définition nette, une définition unanime de la philosophie. Il n'est pas facile de dire ce qu'est la philosophie. Mais s'il est difficile de dire ce qu'est la philosophie, mais il serait plus facile de dire ce qu'elle n'est pas. La philosophie n'est pas la science. La philosophie n'est pas la religion. Et voilà pourquoi le sujet dit, la philosophie n'est ni la science ni la religion. Chacun y cherche une vérité, mais ne trouve jamais que la sienne, qu'il confronte à celle des autres. Cela veut dire quoi? Que la vérité philosophique, elle est différente de la vérité scientifique. Que la vérité philosophique, elle est différente de la vérité religieuse. On a l'habitude de dire que pour le philosophe, la vérité ne se trouve pas dans le cahier du maître. C'est vrai que cette affirmation des Romains, primum vivere deinde, ça veut dire ensuite philosophari, philosopher, elle vise d'abord à montrer clairement quoi? Que l'homme devrait d'abord chercher à satisfaire les besoins vitaux ou les besoins philosophiques. Chef, vous me perturbez, ces micros qui bougent dans tous les sens, vraiment ça me perturbe. Je ne sais pas si vous pouvez laisser les choses en tant que... Donc cet adage disant très clairement que primum vivere deinde philosophari appartient à une certaine catégorie d'hommes que quelqu'un qui s'appelle Bertrand Russell appelle les gens pratiques. Et qu'est-ce que les gens pratiques? Bertrand Russell dit, ce sont ceux-là qui n'accordent de valeur qu'aux biens matériels. Et ayant dit que les gens pratiques, c'est ceux qui n'accordent de valeur qu'aux biens matériels, donc ceux qui disent vivre d'abord, philosopher ensuite, ils considèrent qu'il y a un ordre de priorité pour l'homme, lesquels s'affranchir des nécessités vitales biologiques et peut-être accessoirement, les ayant satisfaits, se mettre à philosopher. Une manière donc de montrer que la philosophie, elle vient bien après dans l'ordre des préoccupations humaines et que la préoccupation fondamentale de l'homme était simplement de nourrir son corps. Donc dans cette perspective-là, oui, on pourrait être amené à dire vivre d'abord, philosopher ensuite. Parce que pour eux, le questionnement métaphysique que l'homme se fait par le biais de la philosophie devrait venir au dernier rang des préoccupations et que l'homme d'abord devrait chercher à s'affranchir des besoins biologiques. Pour un tel homme, je répète, que Bertrand Russell appelle les gens pratiques, oui, il faut d'abord vivre et ensuite philosopher. Mais on pourra rappeler à ces gens-là ce que dit le même auteur, Bertrand Russell. Il dit qu'en réalité, le plus souvent, pour que l'on puisse dire ça, qu'il faut vivre d'abord et philosopher ensuite, il dit la condition première, c'est que c'est des gens qui tiennent pour l'essentiel de leur vie la nécessité de nourrir leur corps, mais il dit qu'ils prennent presque pour rien, mais celui de nourrir leur esprit. Et il dit pour quelqu'un qui est d'abord seulement préoccupé de nourrir son corps et qui tient presque pour rien la nécessité de nourrir son esprit, oui, celui-là dira vivre, manger, dormir, s'habiller d'abord et ensuite philosopher. C'est pourquoi il dit, qui est-ce qui vraiment peut être préoccupé par les questions ajoutées par la philosophie? Il répond en disant, notez-le, j'ouvre les guillemets, seul, avec S à la fin, seuls ceux que les biens de l'esprit, seuls, avec S à la fin, ceux que les biens de l'esprit ne laissent pas indifférents, seuls ceux que les biens de l'esprit ne laissent pas indifférents peuvent comprendre. Seuls ceux que les biens de l'esprit ne laissent pas indifférents peuvent comprendre que
que la philosophie n'est pas une perte de temps. Fin de citation. Et lorsqu'il affirme, seuls ceux que les biens de l'esprit ne laissent pas indifférents peuvent comprendre que l'étude de la philosophie n'est pas une perte de temps. Si vous réécrivez à l'envers, ça veut dire quoi? Ne voient d'utilité à la philosophie que ceux qui accordent de l'importance au bien de l'esprit. Et donc, c'est une manière de montrer que la question de l'étude de la philosophie est une fausse question. Et en disant que la question de l'utilité de la philosophie est une fausse question, il est en train de montrer, quant au fond, que tout dépend, mais du sens que l'on se donne de ce mot d'utilité. Il est en train de dire, il y en a qui n'ont pas suffisamment recopié, je répète, en disant que seuls ceux que les biens de l'esprit ne laissent pas indifférents peuvent comprendre que l'étude de la philosophie n'est pas une perte de temps. Il est en train de dire, qui peut voir de l'utilité à la philosophie? Réponse, ceux qui accordent de la valeur et accordent de l'importance aux choses de l'esprit. Et donc j'ai dit en même temps, il règle la fausse question de l'utilité de la philosophie, mais comparativement aux sciences et aux techniques. C'est une façon de montrer que cessons de convoquer la philosophie au tribunal de son utilité lorsqu'elle est comparée aux sciences et aux techniques, parce que la philosophie n'a rien à faire à ce tribunal. On ne demande pas à la philosophie de guérir les maladies du corps. On ne demande pas à la philosophie de construire des écoles, des ponts et des usines. Mais qu'est-ce qu'on demande à la philosophie, pour ainsi dire, d'être une médecine de l'âme? Rappelez-vous, docteur Socrate. De grâce, n'écrivez pas docteur Socrate, hein, c'est une façon de parler. Rappelez-vous, docteur Socrate, lui, se proclamant, vous vous en souvenez tous, non pas médecin des corps, mais médecin des âmes et des esprits. Comme l'a dit mon brillant collègue, Socrate nous rappelle, dans un beau passage de Laquès, où la question porte qu'est-ce que le courage. À un moment donné, lorsque Laquès interpelle Socrate sur la vanité de son activité, en lui disant, mais Socrate, il me semble que tu es l'homme le plus utile de la cité athénienne, passant ton temps en des questionnements intempestifs sans résultat durable. Mais c'est une initiative citoyenne. Notre objectif au départ, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça ait cette ampleur. Parce qu'au départ, il s'agissait des élèves du lycée de Parcelles-Assainies. Le professeur m'avait sollicité pour qu'on puisse les aider sur la logistique, ce que j'ai fait avec plaisir. Tout d'abord, ce sont nos enfants, nos frères, enfin à l'époque c'était nos frères, aujourd'hui peut-être ce sont nos neveux qui sont là, nos enfants. Et je pense que c'est avec plaisir qu'on aide les jeunes à acquérir la connaissance et à parfaire leur citoyenneté. Cela est extrêmement important et l'enseignement, et notamment l'enseignement de la philosophie, participe aujourd'hui à cela. Il faut noter que nous sommes dans le cadre de l'orientation pédagogique, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, quand les élèves sont assistés jusqu'à l'obtention du bac, généralement les écoles, les lycées, ils s'en limitent là. Donc au-delà, au niveau de l'étape supérieure, donc des étapes supérieures, c'est important que l'élève aussi soit accompagné, assisté dans le cadre de la bonne orientation, du bon choix de formation. Et c'est ce qui est décisif pour qu'il puisse réellement faire de très longues études. Parce que généralement, il y a des problèmes notés au niveau de l'orientation et du choix de la formation après le bac. Ils sont venus de tous parts, ils sont venus de Dakar, ils sont venus des autres villes, des autres régions. Et il faut noter que c'est important, c'est pourquoi en réalité ils sont là. Et le sentiment n'est qu'un sentiment de fierté et vraiment de joie, parce qu'il faut le dire, nous sommes très émus, très contents de voir tous ces enfants, ces jeunes qui veulent réussir. Et sous cette canicule, ils sont là, hein, donc ils sont déterminés à aller de l'avant et nous serons toujours de leur côté à les assister annuellement à ce qu'on puisse avoir de très bons résultats au bac, parce que ce n'est que l'aboutissement du travail qui a été fait au niveau des classes. Okay, donc chaque année, nous serons là à les aider à bénéficier de ces genres d'opportunités. C'est un cabinet de conseil d'orientation, donc nous sommes dans l'accompagnement pédagogique, donc c'est d'aider les élèves à avoir un bon choix de formation. Cela passe par des tests d'orientation pédagogique, des tests psychotechniques, des QCM, permettant aux parents, aux élèves d'avoir une bonne idée par rapport au choix de la formation, par rapport à leur personnalité, parce que c'est des tests psychotechniques. C'est de là que nous déterminons les prédispositions
de l'élève, n'est-ce pas, de ses compétences, de ses aptitudes à pouvoir faire telle ou telle autre filière. Donc nous les assistons une fois que le dossier est sur place, accompagnés de leurs parents, parce que c'est une entité privée, il faut le noter. Il faut que le parent soit déterminé à assister son enfant dans la réussite de son projet d'études à l'étranger. Donc c'est un processus qui est long, ce qui fait que le parent doit s'initier dès le début de la procédure, être au parfum de tout, ce qui nous permettra d'orienter l'enfant, mais aussi que le parent mette en place un système, une planification pour qu'au courant de la procédure, par rapport à toutes les étapes jusqu'à l'obtention de la préinscription et l'étape consulaire pour le visa, qu'il soit informé et qu'il se prépare par conséquent. Il faut noter aussi que l'État du Sénégal chaque année donne des bourses d'excellence et la plupart des enfants n'ont pas l'information, des parents non plus. Donc chaque année, j'ai des élèves qui sont très excellents, qui me viennent de tous les établissements de l'Imaoula et de l'Amigué et des autres régions, qui ont une mention bien ou très bien, qui devraient bénéficier d'une bourse d'excellence. Mais malheureusement, ils ratent cette bourse d'excellence parce qu'ils n'avaient pas fait la préinscription. Donc aujourd'hui, il faut noter que cette orientation est partout au Sénégal. Nous sommes à Saint-Louis, nous sommes à Ziguinchor, nous sommes à Kolda. Le siège se trouve à Dakar. Donc nous polarisons toutes les régions du Sénégal et l'accompagnement a été là depuis plus d'une dizaine d'années d'expérience. Aujourd'hui, nous avons assisté beaucoup d'élèves. Je pense que c'est une opportunité pour eux d'en profiter. Et annuellement, nous délivrons aussi, nous donnons des bourses. Aujourd'hui, il y aura 5 élèves qui seront couronnés, n'est-ce pas, qui seront accompagnés gratuitement par rapport à la procédure. Donc, c'est un appel que je lance aux parents. Si toutefois ils ont ce projet d'aider leurs enfants, de les accompagner à aller étudier à l'étranger, en France ou au Canada, je pense que c'est le meilleur choix de venir confier le dossier à des professionnels que nous sommes. Voilà. Et le choix du parent, pourquoi vous avez porté votre choix sur le ministre Amadou Ba? Alors le choix du parent est déterminant parce qu'en fait, quand un enfant doit quitter le pays et aller en France ou au Canada, par exemple, étudier à l'université d'Harvard aux États-Unis, il faudrait que le parent soit d'abord consentant. C'est la première étape. La deuxième des choses, si l'enfant n'a pas une bourse d'excellence, c'est le parent qui doit préfinancer ses études à l'étranger. Donc du coup, le parent doit être informé au préalable avant que l'enfant s'engage, ce qui lui permettra de mettre en place un plan de financement. Et une fois que l'étudiant aurait son bac et que voilà, tout soit possible sur place, qu'il puisse réellement continuer à pouvoir financer les études de ses enfants à l'étranger. Donc mieux encore, j'ai dit, pour les enfants qui sont excellents, ils ont la possibilité avec l'État du Sénégal, avec la direction des bourses, d'avoir une bourse d'excellence et ça, nous les assistons là-dessus. Ils en ont droit. Ce n'est pas une demande parce que c'est des Sénégalais et ils ont une mention très bien. Mais, je dis bien, au préalable, il faudrait une préinscription. Parce que si l'enfant n'est pas accepté auprès d'un établissement, d'une école, d'une classe préparatoire, il ne pourrait pas bénéficier de cette bourse d'excellence. Donc nous sommes là à élucider tout cela, à expliquer aux parents, à les assister, mais aussi à leur donner toutes les informations liées à ce projet. Alors avec NSUP Afrique, bon, disons que nous sommes, on peut dire, partenaires, autrement dit, hein, parce qu'ils sont dans le cadre de l'enseignement supérieur, donc ils forment des étudiants en secours de sciences au Sénégal, mais nous sommes plutôt vers l'étranger. Nonobstant, nous accompagnons certains élèves qui, après échec d'un visa par exemple, ou qui ne veulent plus aller à l'étranger, nous les orientons vers des écoles comme NSIP. Donc ça, c'est un centre d'orientation. Donc cette orientation est un centre d'orientation et d'accompagnement pédagogique. Et ça, c'est important de pouvoir clarifier le domaine dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas un cabinet d'immigration. Hein? Voilà, ça il faut noter, mais c'est un centre d'orientation pédagogique. Et c'est important pour les futures élites du Sénégal et de l'Afrique.